Le 30 novembre 2022 sortait ChatGPT, une application à base d'IA générative et de modèles de langage qui a battu tous les records d'adoption. Et depuis, c'est un peu la folie de ChatGPT, à un tel point que ChatGPT est devenu quasiment l'homonyme de l'intelligence artificielle pour la plupart des gens. Mais il existe d'autres technologies, il existe d'autres approches, et pour cela, je suis heureux de recevoir Pierre Girardot parmi nous ce soir. Merci Lionel donc pour l'invitation. Je m'appelle Pierre Girardot, donc je suis CEO de la société CrossData, que j'ai fondée avec 2 associés il y a bientôt 7 ans. Et donc CrossData, on est expert en IA. On est une vingtaine de personnes basées à Angers, Paris, La Roche-sur-Yon. Et moi, personnellement, je suis ingénieur docteur en maths. Donc mon métier, c'est de concevoir ces algorithmes d'IA depuis plus de 15 ans. Et donc, ChatGPT et les Large Language Models, les LLM, comme on les appelle, est-ce vraiment la seule technologie d'IA qui existe ou est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, bien sûr, il y en a plein d'autres. Effectivement, moi, j'aime bien dire que quand on a un marteau dans la main, tout ressemble à un clou. En ce moment, le marteau, c'est ChatGPT, c'est certain. Donc, c'est un homonyme d'IA. Il faut parler d'IA générative quand on parle de ChatGPT, parce qu'en fait, des IA, il y en a beaucoup d'autres. L'intelligence artificielle, c'est un vieux sujet, hein, ça a plus de 70 ans. Et ChatGPT, en fait, son troisième anniversaire, voilà, le premier algorithme d'IA, en fait, son 70e anniversaire. Et c'était déjà des neurones. On parlait de neurones artificiels dans les années 50. Des algorithmes d'IA, donc il y en a plein d'autres. Pour faire rapidement, on parlera peut-être un peu plus dans le détail ensuite, mais on aime dire qu'on a 4 types d'IA. Donc la générative dont on vient de parler, l'IA qui permet de faire des prédictions. Les IA sont très bonnes aussi pour prédire une température, un chiffre d'affaires, etc. Les IA qui font des classifications, par exemple sur votre téléphone. Quand vous prenez une photo, ou il va vous dire que c'est une photo de votre fille, de votre fils, etc. Et puis l'IA qui optimise. C'est l'IA que vous avez dans votre GPS, c'est l'IA qui permet d'optimiser des plannings, etc. Donc rien que ça, vous voyez que ça ouvre le champ beaucoup plus large que ce que fait l'IA générative. Et donc, parmi ces différents types d'applications de l'IA, est-ce que toutes toutes ces IA sont basées sur des réseaux de neurones ou est-ce qu'il existe d'autres technologies également d'IA? Non, donc il y a d'autres technologies. Les réseaux de neurones, c'est plutôt récent. Ça a, disons, pour faire simple, une vingtaine d'années à peu près. C'est très utilisé pour le langage. C'est très fort aussi pour la vision, hein, les réseaux de neurones. Mais à part ça, on a d'autres types d'algorithmes qui sont utilisés. Par exemple, ceux qui sont très connus en prévision, les algorithmes dits de machine learning. Les auditeurs en ont entendu parler. Apprentissage automatique en français. Voilà, sont d'autres algorithmes dont le plus simple est la régression linéaire. Vous vous en souvenez peut-être de vos études au lycée. C'est un algorithme de machine learning qui fait partie de la grande famille de l'IA et qui sert à faire des prédictions pour des choses très concrètes, comme de la prédiction d'affluence, par exemple. On accompagne sur des sujets de transport avec Keolis, de la prédiction d'affluence sur des monuments, avec des algorithmes qui sont basés sur des régressions, un peu plus complexes que ce qu'on faisait au lycée, mais sur les mêmes principes. Voilà, donc ils sont globalement soit basés sur de l'apprentissage. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les algorithmes d'IA, ils ont soit besoin d'exemples en fait pour apprendre, et donc c'est de l'apprentissage, du learning, soit ils sont basés sur des règles. C'est un peu les deux grandes familles d'IA, et les algorithmes basés sur des règles, typiquement, c'est votre GPS. Votre GPS, il n'a pas besoin de rouler 1000 bornes avec vous avant de savoir vous indiquer la route, heureusement. Il a juste besoin d'avoir les règles, c'est-à-dire la carte de France, et savoir où vous voulez aller. Et donc, si vous êtes capable de donner soit des règles, soit des exemples à un algorithme, vous êtes capable d'utiliser de l'IA. Et quand on est intéressé par ce type d'application d'IA qui n'est pas forcément à base de LLM, Ouais. donc je suppose qu'il faut des quantités assez importantes de données pour pouvoir procéder aux entraînements. Ouais, ça va dépendre un peu des sujets, mais effectivement, pour ChatGPT, il a fallu des milliers de milliards d'exemples pour entraîner ce type d'algorithme. Et quand on veut prédire, par exemple, le nombre de burgers, tiens, qui se vendent dans des fast-foods, quelque chose qu'on fait depuis 3 ans chez CrossData, on se base typiquement sur 2 ans d'historique seulement pour prédire avec une fiabilité de l'ordre de 10% le nombre de burgers qui vont se vendre la semaine prochaine. Donc D'accord. 2 ans de données pour un restaurant, c'est pas énorme, hein. Ça fait que vous avez vu 2 fois un Happy Pack, 2 fois une veille de Noël, c'est pas tant que ça. Donc selon les sujets que vous regardez, il y a besoin de données plus ou moins importantes, selon en gros la variété de votre environnement. Plus il est varié, plus il va falloir d'exemples, plus il est concentré, plus ça va être facile à apprendre. C'est un peu comme nous les humains au final. Quel conseil donneriez-vous à une entreprise qui a un problème et qui pense qu'éventuellement l'IA serait une bonne solution? Quel type de technologie elle devrait utiliser, en sachant que maintenant, voilà, la plupart des gens sont un petit peu obsédés par l'IA générative et pensent que l'IA générative est sans doute le meilleur outil pour tous leurs problèmes. Mais comment est-ce que vous aborderiez le problème Oui.
pour essayer de trouver la technologie adéquate? Ouais, c'est une question qu'on nous pose souvent, effectivement. On nous demande: «Mais quel outil je devrais utiliser? J'ai vu que Gemini est meilleur que, ChatGPT» et puis en fait, nous, souvent, on propose de renverser le sujet. C'est souvent pas une question de solution technologique, mais souvent plutôt une question de besoin et d'usage. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ce modèle d'IA? Qu'est-ce que ça va vous faire gagner? Et posez-vous la question de si, l'IA est la solution à votre, problème. Je l'ai dit tout à l'heure, mais si imaginez que vous vouliez confier une tâche à une IA. Maintenant, imaginez un instant que vous la confiez à un humain, à un collègue. Est-ce que vous seriez vraiment capable de la confier à ce collègue-là? Est-ce que vous avez vraiment, la capacité à lui donner des exemples ou des règles pour qu'il fasse cette tâche-là? Bah, déjà, si la réponse est non, l'IA, elle va pas savoir faire non plus. On a beaucoup de personnes qui viennent nous voir en disant: «Ah bah, moi, j'aimerais bien, par exemple, qu'une IA, elle trouve, les coûts de revient, des machines faites par mes concurrents». OK, et je suis pas sûr que cette information-là soit publique et l'IA va pas la trouver non plus. Voilà, bon, et un humain non plus. Ça, c'est la première étape, c'est de penser usage. L'usage est-il faisable? Est-ce qu'on pourrait le confier à un humain? Finalement, l'IA ne fait qu'accélérer des choses qu'un humain aurait su faire s'il avait suffisamment de temps devant lui. Donc voilà, et de mesurer l'impact. Il ne faut pas faire de l'IA parce que c'est la mode, c'est un investissement et donc il faut mesurer combien ça va faire gagner et puis ensuite mesurer combien ça va coûter et que le reste soit positif. Donc finalement, c'est du bon sens, hein, au départ, hein. C'est de regarder à quoi ça va servir et est-ce que c'est faisable? Et puis ensuite, les solutions technologiques, honnêtement, on les trouve aujourd'hui, assez facilement. On a plein de manières de trouver ces outils-là. Alors les entreprises sont plus ou moins équipées en interne, hein. C'est-à-dire que certaines ont des DSI, des directeurs de systèmes d'information qui connaissent bien les technologies, certains n'en ont pas. On peut se faire aider, par, des consultants typiquement, il y a énormément de subventions publiques en ce moment en plus, qui aident vis-à-vis de l'IA. Donc ça manque pas de chemin, mais le chemin, il faut juste le prendre dans le bon sens, selon moi, par l'usage. Si on prend la grande famille du machine learning, voilà, pour avoir une considération générale pour un type de technologie, Oui. est-ce que vous pensez que cette famille, par exemple, de technologiques a des avantages, par exemple, par rapport au LLM? Est-ce que c'est quoi les spécificités qui Oui. la rendent vraiment intéressante? Elles font pas les mêmes choses, hein, effectivement. Donc le machine learning, typiquement, va aider à faire des prévisions de, quelle température il va faire demain, par exemple. Les grands modèles de langage, ils génèrent du texte, ils génèrent pas des chiffres, ils sont pas faits pour ça. Donc on a tendance à l'utiliser pour tout, ça a l'air très intelligent, mais ça ne génère que du texte ou des images. Les modèles de machine learning vont permettre de prévoir des chiffres, effectivement, le chiffre d'affaires que vous faites demain. L'avantage principal aussi qu'ils ont, c'est en termes d'énergie, consommation énergétique. Les grands modèles de langage, je pense que ça, tout un chacun maintenant est au courant, ça consomme énormément d'énergie. L'IA générative consomme énormément d'énergie. Il faut le faire tourner sur des gros data centers avec ces fameuses cartes graphiques, GPU, etc. Un modèle de prévision d'affluence demain au Mont-Saint-Michel, ça tourne sur un PC standard, en quelques secondes. Ça consomme vraiment rien en énergie par rapport à ces grands modèles de langage. Ce qui veut dire que c'est très facile à embarquer un peu partout. Il n'y a pas besoin voilà, de serveurs spécifiques. Il n'y a pas de problématique liée à la souveraineté, parce qu'en fait, c'est très facile d'en faire une IA souveraine. Donc, il y a plein d'avantages à utiliser le bon outil et pour le bon sujet, et pas forcément les grands modèles de langage. Des avantages énergétiques, des avantages en termes de souveraineté, des avantages en termes de facilité d'installation. Enfin, voilà. Peut-être aussi, le côté déterministe aussi, puisque en Voilà. fait, on reproche beaucoup à l'IA générative d'avoir des hallucinations ou Oui, des fois de Mmh. clairement mentir à l'utilisateur. Ouais, c'est vrai. Alors cependant, le machine learning, il est pas déterministe non plus, lui. La prévision météo, elle a aussi une erreur, et c'est amusant parce que moi, je me bats en ce moment pour qu'on arrête d'appeler les hallucinations des hallucinations. Une hallucination, c'est une erreur, hein, c'est tout. Et parce que, l'IA générative parle presque comme un humain, on anthropomorphise cette erreur et on appelle ça une hallucination. Et on voit effectivement pas mal d'articles de presse qui disent aussi, l'IA a triché, l'IA s'est retournée contre son concepteur. Ça va loin quand même. J'adore ouvrir ces articles-là et justement les republier en démontant le truc parce que, l'IA, elle est complètement incapable de tricher. Simplement, elle est capable de simuler la triche parce qu'elle l'a vu dans sa base d'apprentissage. C'est bête comme chou. Et donc on n'est pas du tout, enfin, j'aime bien démonter ça parce que, en fait, personnifier l'IA, c'est faire quelque part des erreurs de langage qui ont un impact qui n'est pas neutre du tout sur la compréhension qu'ont les gens du sujet. Ça crée des craintes, qui sont complètement démesurées. Voilà, c'est D'accord. mon petit débat du moment. Donc c'est peut-être aussi le côté généraliste de l'IA générative, donc on a Oui. l'impression que le machine learning, c'est vraiment une IA qui est plus spécialiste. Ouais.
Oui. Et quand je parlais des hallucinations, c'était on a l'impression qu'elle est plus facilement contrôlable, en fait, Voilà, que exactement. explicable. Ouais, c'est ça, en fait, une hallucination, c'est simplement qu'on a quand même l'impression qu'elle est très intelligente, même si quand on soulève le capot, on voit bien que c'est pas la même intelligence que nous, dans le cerveau, hein, ça n'a rien à voir. Et du coup, les rares fois où elle fait des erreurs, on a l'impression que c'est, comme notre collègue de bureau qui est performant la plupart du temps et là, il a bu trop de whisky avant de venir au bureau, quoi. Ok, Donc on assimile ça à une hallucination et c'est vrai qu'il faut être vigilant là-dessus, heu, qu'il faut, vraiment, comme la période d'essai d'ailleurs pour un collègue, mettre l'IA sous période d'essai permanente. Parce que, elle est très intelligente certes, mais une fois sur 100, elle va débloquer. Voilà. d'accord. Et est-ce que vous pensez que l'explicabilité Ouais. des algorithmes, c'est un élément qui peut être assez déterminant dans le choix d'une entreprise pour une technologie? Ouais, clairement. Alors dans le machine learning, on utilise déjà beaucoup l'explicabilité. Je parlais par exemple de prédiction d'affluence sur des monuments comme le Mont Saint-Michel. Là, c'est intéressant de savoir quand l'IA va prédire, demain beaucoup d'affluence, si c'est à cause de la météo qui est clémente, si c'est à cause d'un jour férié et cetera et cetera. Donc c'est bien, on n'a pas du tout le même usage en fait de l'aide qui nous est donnée là, de la prévision qui nous est donnée, si on nous donne des éléments pour l'expliquer. Alors, on a beaucoup plus d'usage bien sûr si on nous l'explique. Pour l'IA générative, c'est plus compliqué. On a beaucoup plus de mal à donner des explications de pourquoi il vous a fait cette recommandation. Parce que ce sont des modèles énormes Ouais, et dans lesquels c'est très difficile de détricoter ce qui a amené à ce résultat-là. Donc on parle de boîte noire. une boîte noire, ouais. Ouais, et c'est beaucoup plus difficile à utiliser. On commence à avoir des premiers éléments d'explicabilité. Nous, on en introduit notamment pour de la fiabilité, pour être capable de dire, on est capable de dire, dans certains contextes, la réponse qui a été apportée, elle est vert, jaune ou rouge en termes de fiabilité. Parce que, on sait dans certains contextes qu'elle a eu plus ou moins d'informations sur lesquelles s'appuyer et quand elle en a eu moins, elle est moins fiable. Quand elle en a eu plus, elle est plus fiable. On est vraiment au balbutiement, il n'y a pas encore d'explicabilité aussi fine que celle dont je pouvais parler pour la météo là, à l'instant. Est-ce que vous pensez qu'il y a des impacts éthiques d'utiliser une technologie ou une autre en termes d'intelligence artificielle? Alors, il y en a pas mal. Après l'éthique, moi, c'est toujours difficile à définir, hein, chacun a la sienne. Il y a plusieurs éthiques, oui. Voilà, c'est ça. Non, cependant, c'est très facile de faire le test et de poser la même question à 3-4 IA différentes, venant de fournisseurs, différents ou de pays différents pour se rendre compte, voilà, ou poser une question un tant soit peu politique, sensible Ouais. française, à Mistral, à ChatGPT ou à DeepSeek, l'IA chinoise. Vous allez voir tout de suite les différences de réponses. En termes d'éthique, il y a aussi le côté, interaction entre l'humain et la machine. C'est-à-dire, les usages et là, c'est plutôt, moi, des usages personnels là auxquels je pense, peuvent avoir des impacts, dévastateurs sur la santé mentale. Ça, on commence à voir des cas comme ça, Ouais, chez les adolescents, mais pas que, ouais. avec des amis virtuels incarnés par des IA, qui les entraînent dans des boucles, complètement glauques, voilà. Donc ça, c'est moins mes sujets, je suis moins pertinent là-dessus. Mais sur les aspects, disons, avec ma casquette citoyen, on va dire, c'est quelque chose qui est vraiment inquiétant. OK. Est-ce que vous pensez que, l'IA générative est l'avenir de l'IA ou est-ce que vous pensez que c'est un mélange, justement, éventuellement de plusieurs technologies, qui viendraient s'imbriquer les unes dans les autres Ouais. pour avoir de meilleurs résultats? Ouais, ouais, c'est toujours un melting pot, donc je pense que ça fait partie des outils à disposition. C'est un outil qui, comme vous le disiez, qui est très généraliste, qui s'applique quand même à beaucoup de métiers et notamment tous les métiers du tertiaire, des services sont forcément très impactés par ça. C'est un peu le back office des années 2020 en fait, hein, ChatGPT. Donc ça se traite un peu différemment en termes d'intégration dans l'entreprise, que se traitaient les sujets, les outils machine learning ou les outils d'optimisation, qui étaient souvent des outils pointus et d'experts, qui venaient vous aider sur une tâche expert. Là, on est vraiment sur des outils de productivité du quotidien. Donc ça s'accompagne pas de la même manière, clairement. Ça, il faut être formé à ça, les interactions au travail deviennent assez différentes. Enfin, il y a toute une conduite du changement à opérer, autour de ça et donc je suis pas sûr que l'IA générative soit en soi, l'avenir de l'IA. Heu, Ce qui est certain, c'est que l'IA, elle est multiple et que l'IA générative, elle a un développement qui est bien plus important que ce qu'on a pu connaître sur tous les autres, volets de l'IA, Mmh. qu'on pouvait appeler, avant machine learning, data science, et cetera. Enfin, ça c'est pas du tout du même ordre de De grandeur. grandeur. Ouais. Si vous aviez un conseil à donner à une entreprise qui est, intéressée pour faire un projet d'IA, qui a peut-être isolé deux trois cas d'usage, métiers, qu'est-ce
Quel type de conseil vous donneriez à une entreprise qui souhaite démarrer ce type de projet? Ouais, alors déjà d'inclure les utilisateurs, de mettre les utilisateurs, dans la boucle et de leur demander concrètement, bah, demain si vous aviez une baguette magique, ça ressemble à quoi, le produit que vous avez? Ça vous donne un objectif et puis ensuite, toujours sur ces mêmes utilisateurs et sur l'entreprise, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Ça donne un point de départ. Voilà, de partir de là, de mesurer, comme je disais, quel est l'intérêt? Est-ce que vraiment on va gagner du temps avec cette chose-là? Ou est-ce que c'est simplement on s'enlève une épine du pied, mais cette épine, elle arrive 1 heure par an? La différence entre les tâches très ennuyantes, Mmh. c'est-à-dire plus prennent, il faut que ça prenne en mode, code de maille. C'est tout le monde devient, autonome et en même temps soutien de ses collègues et c'est une aventure qui se porte, à plusieurs. Donc cet aspect acculturation, il est important parce qu'il va permettre de dénouer des craintes, des fantasmes aussi, que certains vont avoir et il va permettre de mettre tout le monde dans le même lexique autour de l'IA. Que ce soit un projet commun. Voilà, que ce soit un projet commun, de détecter ceux qui sont un peu bloqués, ceux qui sont plutôt, expérimentateurs dans le domaine et puis peut-être de s'appuyer sur, l'un et l'autre pour, voilà. Donc, voilà, il y a une approche, vraiment particulière avec l'IA générative qui est assez passionnante parce que ça nous amène à nous réinterroger finalement sur, notre place dans l'entreprise, la valeur qu'on apporte et puis comment on interagit avec, ses collègues et puis avec, la machine. On s'est habitué à travailler avec des ordinateurs. Là, on passe une nouvelle étape de l'informatique finalement, il faut qu'on se réhabitue à travailler avec ça. Hem, Peut-être que l'aspect un peu révolutionnaire de ChatGPT, finalement, c'était, de procurer une interface où un humain pouvait, de la manière la plus naturelle, «discuter» entre guillemets avec une IA, donc avec des mots. Est-ce que vous pensez que peut-être l'IA générative serait un peu, l'interface utilisateur du futur et qu'elle parlerait à des briques qui sont, voilà, qu'on pourrait éventuellement mieux vérifier, et avec une meilleure explicabilité? Ah oui, ça, moi, j'y crois vraiment. Je crois vraiment au mode vocal, par exemple, en particulier. Le mode vocal des IA génératives, elle permet vraiment de supprimer cette barrière-là Mmh. et on le voit, nous, en formation, on a des personnes en fin de journée qui nous disent: «Mais c'est super, vous m'avez réconcilié avec l'informatique. Ça fait, 30 ans que moi je suis allergique aux ordinateurs et là, exactement comme vous disiez, on n'a pas besoin de taper sur le clavier, on n'a pas besoin de savoir sur quelle touche il faut appuyer pour faire marcher le logiciel. On parle et ça fonctionne». Et donc effectivement, moi je crois vraiment que c'est une nouvelle forme d'interface, homme-machine qui est assez performante, qui nécessite encore d'être perfectionnée un peu, hein, parce qu'il peut encore y avoir des erreurs, mais qui ouvre la voie et un champ des possibles qui est assez incroyable, sur tout ce qu'on appelle assistant en fait, en Mmh. général et donc des interactions plus naturelles. Finalement, le clavier et la souris, c'est peut-être la préhistoire de l'interaction, homme-machine et voilà, Peut-être. ouais. On entend souvent parler, il y a une certaine angoisse des fois des dirigeants d'entreprise, qui disent, «L'IA, faut absolument que je m'y mette, tout le monde en parle». Ouais. Qu'est-ce que vous répondriez à ce type d'attente? Alors déjà, je confirme, effectivement, je le vis encore, ce matin avec un client qui me disait: «Mais, j'ai l'impression qu'on est vraiment en retard sur le sujet, je vois tout le monde autour de moi qui m'en parle». Alors il faut se calmer, se rassurer là-dessus. On voit beaucoup d'entreprises, honnêtement, le fait de se poser la question actuellement de comment intégrer l'IA dans les process, ça veut dire qu'on est à l'heure. Heu, voilà, on est ni en retard ni en avance, on est à peu près à l'heure de ce qu'on peut voir. Il y a même une étude BPI-France de cet été qui montre que sur les 5 millions de PME, ETI qu'on a en France, il y en a que 30 qui ont commencé un projet d'IA et encore sur ces 30 la moitié, c'est uniquement acheter une licence ChatGPT, sans rien de plus. Donc voilà, ça je donne ces chiffres pour que tout le monde se relâche un peu là-dessus. Cependant, il y a effectivement, comme je disais, une acculturation, des formations, comment dire? Une avancée à faire, sur ces technologies-là mais ne pas le faire pour les mauvaises raisons. Donc on parle beaucoup de FOMO, Mmh. Fear of Missing Out, peur de Mmh. passer à côté de quelque chose. Heu, Ça, c'est pas forcément une bonne raison d'aller jusqu'au bout. C'est peut-être une bonne raison d'expérimenter, par contre et de regarder. Heu, on voit beaucoup le sujet pour les développeurs, par exemple, hein. «Ah mais, on me dit que l'IA agentique va permettre de développer des codes Mmh. sans développeur». Bah, ça vaut le coup d'expérimenter parce qu'en fait, il y a des études qui montrent que sur certains contextes, oui et d'autres sur certains contextes, non. Bah, dans quelle case vous trouvez-vous? Voilà, la réponse est pas absolue. L'IA, générative a connu un succès, énorme et il existe donc d'autres technologies, qui sont même des fois assez anciennes et qui fonctionnent aussi pour, d'autres cas d'usage. Est-ce qu'on peut peut-être considérer que l'engouement actuel pour les modèles de langage type ChatGPT, ne sont justement qu'une étape vers d'autres solutions, d'IA qui pourraient venir éventuellement les remplacer?
Ouais, on est sur un chemin, ça bouge encore, tout le temps. Et en fait, il y a pas eu encore depuis 3 ans, en fait, il y a pas eu de révolution technologique, hein, depuis les grands modèles de langage. Il y a eu que des révolutions d'usage, éventuellement. Et la prochaine, étape, en fait, celle qui est la plus mise en avant aujourd'hui par les chercheurs, notamment des Français comme, Yann Lequin, par exemple, c'est de travailler sur des modèles hybrides, justement, qui vont mélanger des modèles statistiques comme les grands modèles de langage et les moteurs de règles, un peu, l'IA à l'ancienne, on va dire, hem, pour introduire du bon sens là-dedans. Si vous utilisez beaucoup l'IA générative, vous voyez ce que je veux dire? Il Ouais. manque du bon sens. Et c'est son modèle JEPA, avec la modélisation du monde, etc. Et ce type de modèle hybride-là, on serait encore sur une nouvelle, marche technologique beaucoup plus importante. Ouais, Écoutez, vaste sujet. Merci beaucoup en tout cas de vos éclairages. Nous espérons vous voir bientôt. Merci beaucoup Pierre. également. Bonne soirée.